Dans un monde de plus en plus incertain, la France repense activement sa stratégie de défense pour faire face aux menaces nouvelles et évolutives. Un élément central de cette nouvelle posture implique le renforcement de ses forces armées, non pas par une conscription de masse, mais en améliorant ses composantes professionnelles et de réserve. L'armée française est une force professionnelle, ce qui signifie qu'elle est composée de volontaires qui choisissent de servir comme carrière. Pour rejoindre l'armée d'active, une personne doit généralement avoir entre 17 ans et demi et 30 ans. Ces soldats forment l'épine dorsale des capacités opérationnelles de la France, déployés en mission tant au niveau national qu'à l'étranger. Des opérations antiterroristes aux efforts internationaux de maintien de la paix. Cette dépendance à des professionnels dévoués assure un haut niveau de formation et d'expertise. Parallèlement à l'armée d'active, il y a la réserve opérationnelle, un multiplicateur de forces critiques qui soutient et renforce l'armée professionnelle. Les réservistes sont des citoyens qui se portent volontaires pour consacrer une partie de leur temps au service militaire tout en conservant leur carrière civile. Traditionnellement, la limite d'âge pour servir comme réserviste était plus basse, mais des changements récents ont considérablement élargi cette fenêtre. La nouvelle politique de défense reflète une prise de conscience que la guerre moderne exige un éventail diversifié de compétences, dont beaucoup peuvent être trouvées dans le secteur civil. Cela a conduit à une réévaluation majeure de qui peut servir et à quel titre, ouvrant la porte à des individus plus âgés et plus expérimentés pour apporter leur expertise. La distinction entre soldats d'active et réservistes est fondamentale pour comprendre la structure militaire de la France. Le personnel d'active est composé de soldats, marins et aviateurs à temps plein, pour qui l'armée est leur occupation principale. Les réservistes, en revanche, signent un contrat pour servir un nombre de jours défini par an, généralement une trentaine, bien que cela puisse varier. Ils suivent une formation militaire et peuvent être appelés à renforcer des unités d'active, à fournir des compétences spécialisées ou à aider en cas d'urgence nationale. Les récents changements de politique, notamment en ce qui concerne l'âge, visent à rendre la force de réserve plus flexible et robuste, en puisant dans un bassin de talents plus large que jamais. Ces changements font partie d'une loi de programmation militaire plus large, la loi de programmation militaire, qui vise à préparer la France aux défis de l'avenir. Le gouvernement investit massivement dans la modernisation des équipements et l'augmentation de la taille et des capacités de ses forces. Le nouvel accent mis sur les réservistes est un pilier essentiel de cette stratégie. En permettant aux individus de servir beaucoup plus tard dans la vie, la France reconnaît que l'expérience et les connaissances spécialisées, de la cybersécurité à l'ingénierie, sont tout aussi précieuses que la forme physique des jeunes recrues. Ce changement stratégique vise à créer une armée plus résiliente et adaptable, prête à toute éventualité. La question de la réintroduction du service national obligatoire, ou conscription, refait fréquemment surface dans le débat public français, surtout en période de préoccupation accrue en matière de sécurité. Beaucoup se souviennent du système suspendu en 1997, qui exigeait que tous les jeunes hommes servent dans l'armée. Cependant, malgré son attrait nostalgique pour certains en tant qu'outil de cohésion sociale, le gouvernement français et les experts militaires ont fermement décidé de ne pas le rétablir. La raison principale est que la guerre moderne a radicalement changé. L'armée de haute technologie d'aujourd'hui nécessite des professionnels hautement qualifiés et à long terme, et non un cycle constant de conscrits à court terme, qui nécessiterait une formation coûteuse et intensive pour des périodes de service relativement brèves. Les chefs militaires soutiennent qu'une armée professionnelle est beaucoup plus efficace et efficiente. Les soldats professionnels développent une expertise approfondie dans les systèmes d'armes complexes, les opérations tactiques et la coopération internationale au cours de nombreuses années de service. Une armée de conscription, en revanche, détournerait des ressources précieuses et du personnel expérimenté vers la formation constante de nouvelles recrues qui partiraient dès qu'elles deviendraient compétentes. Le coût de l'équipement, du logement et de la formation de centaines de milliers de jeunes chaque année serait astronomique, un argent que les experts estiment mieux dépensé pour la technologie de pointe et le soutien de la force volontaire qui a choisi le service militaire comme carrière. Au lieu de la conscription à grande échelle, la France a introduit le service national universel, ou CNU, un programme de service civique obligatoire pour les jeunes. Ce programme n'est pas de nature militaire. Il vise à promouvoir la citoyenneté, la cohésion sociale et le volontariat, mais il n'implique ni formation militaire ni rôle de combat. Cette approche permet à l'État de favoriser un sentiment d'unité nationale parmi sa jeunesse sans compromettre le modèle professionnel de ses forces armées. Il est considéré comme un compromis moderne, répondant aux objectifs sociétaux sans affaiblir la préparation opérationnelle et la nature spécialisée de l'armée, qui reste une priorité absolue pour la défense de la nation. La position officielle du gouvernement, appuyée par un consensus parmi les spécialistes de la défense, est qu'un retour à une armée de conscription serait un pas stratégique en arrière.
Les défis du XXIe siècle, de la cyberguerre aux conflits géopolitiques complexes, exigent une force agile, technologiquement avancée et profondément expérimentée. Une armée professionnelle, augmentée par une réserve forte et qualifiée, est considérée comme le meilleur modèle pour assurer la sécurité de la France et maintenir son rôle de puissance militaire significative sur la scène mondiale. L'accent reste mis sur la qualité plutôt que sur la quantité, et sur le dévouement plutôt que sur l'obligation. Un pilier de la nouvelle politique de défense de la France est l'ambitieux projet de doubler le nombre de ses réservistes militaires. L'objectif est de faire passer la réserve opérationnelle de son niveau actuel d'environ 40 000 à 80 000 d'ici 2030. Cette initiative vise à créer un ratio de 1 pour 2, ce qui signifie que pour 2 soldats d'active, il y aura un réserviste. Cette expansion significative est conçue pour renforcer la résilience de la nation, améliorer sa capacité à réagir aux crises et mieux intégrer l'armée à la société civile. C'est un signal clair que la France considère ses citoyens soldats comme une partie indispensable de son architecture de défense nationale pour les décennies à venir. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a introduit des changements importants pour rendre l'engagement dans les réserves plus attractif et accessible. L'une des réformes les plus importantes est l'extension des limites d'âge pour le service. Auparavant, le plafond d'âge était un obstacle majeur pour de nombreux volontaires potentiels. Désormais, la limite d'âge standard pour servir dans la réserve opérationnelle a été portée à 70 ans. Cela permet à des professionnels expérimentés, qui peuvent être à la retraite de leur carrière principale, de continuer à apporter leurs précieuses compétences aux forces armées, en occupant des rôles de soutien cruciaux et en encadrant les jeunes générations de militaires. De plus, pour certains spécialistes possédant des compétences très recherchées, la limite d'âge a été étendue encore plus loin, à 72 ans. Cette catégorie comprend les médecins, les avocats, les experts en cybersécurité, les linguistes et d'autres professionnels dont l'expertise est essentielle pour les opérations militaires modernes, mais qui se trouvent souvent chez des individus ayant de longues carrières civiles. En augmentant la limite d'âge, l'armée peut puiser dans un vaste réservoir de connaissances et d'expériences auparavant inaccessibles. Cette politique reconnaît que la valeur d'une personne pour l'armée n'est pas uniquement définie par ses prouesses physiques, mais aussi par son capital intellectuel et son parcours professionnel. Pour encourager à la fois les individus et leurs employeurs à soutenir cette expansion, le gouvernement met également en œuvre des incitations. Celles-ci peuvent inclure des avantages fiscaux pour les entreprises qui permettent à leurs employés de servir comme réservistes et une meilleure rémunération pour les réservistes eux-mêmes. Le plan est un effort global pour faire du service de réserve une voie viable et respectée pour une plus grande partie de la population française. En bâtissant une force de réserve plus grande, plus diversifiée et plus qualifiée, la France vise à renforcer les fondations de son armée et à s'assurer qu'elle dispose des effectifs et de l'expertise nécessaires pour protéger la nation dans un avenir imprévisible. Les relations entre la France et l'Algérie, déjà complexes en raison de leur histoire, ont connu de nouvelles tensions autour de la question litigieuse des visas. Les tensions ont considérablement augmenté lorsque la France a décidé de réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux citoyens algériens. Cette mesure était une réponse directe à ce que Paris percevait comme un manque de coopération de l'Algérie pour accepter le retour de ses ressortissants qui vivaient en France illégalement et avaient reçu un ordre d'expulsion. Le gouvernement français a vu cette réduction de visas comme un moyen de pression, visant à inciter Alger à se montrer plus coopérative avec ses demandes d'expulsion pour ces individus. La situation a été encore aggravée par la décision de la France de mettre fin à un arrangement spécial qui exemptait auparavant les responsables algériens voyageant avec des passeports diplomatiques ou officiels de l'obligation de visa. Il s'agissait d'une réprimande diplomatique significative, signalant un profond mécontentement au plus haut niveau de l'État français. La réaction de l'Algérie a été rapide et ferme. Le gouvernement a fermement condamné cette mesure, la considérant comme une action unilatérale et punitive qui sapait le respect et l'égalité souveraine qui devraient régir les relations entre les deux pays. Cette décision a ajouté une couche de méfiance supplémentaire à un dialogue diplomatique déjà fragile. Pour les deux pays, la question des visas a un poids considérable. Pour de nombreux Algériens, la France est une destination clé pour les visites familiales, les affaires, le tourisme et l'éducation. Et les restrictions de visa ont provoqué une frustration et une perturbation généralisée. Pour la France, la question est liée aux pressions politiques intérieures concernant le contrôle de l'immigration et la sécurité nationale. Le gouvernement français a été sous pression pour démontrer qu'il gère efficacement l'immigration illégale et la politique de visa a été présentée comme une position ferme sur ce front. Cependant, cette approche dure a eu un coût diplomatique considérable. Le différend sur les visas est devenu un symbole puissant des difficultés plus larges dans les relations franco-algériennes.
Il met en évidence un conflit fondamental entre les impératifs politiques intérieurs de la France et la sensibilité de l'Algérie aux actions qu'elle perçoit comme irrespectueuses ou coercitives. Le gouvernement algérien a constamment soutenu que le retour de ses citoyens devait être traité selon les protocoles établis et dans le respect de leur dignité, rejetant ce qu'il considère comme des tactiques de pression françaises. Ce bras de fer a refroidi les échanges diplomatiques et compliqué la coopération sur d'autres questions bilatérales importantes, des partenariats économiques à la sécurité régionale. La stratégie consistant à utiliser la pression publique et des politiques de visa restrictives pour influencer l'Algérie s'est avérée largement contre-productive. Au lieu d'obtenir une coopération, ces mesures visibles et souvent très médiatisées ont eu tendance à durcir la position de l'Algérie. Le gouvernement algérien, sensible à sa souveraineté nationale et à l'opinion publique, est souvent moins disposé à faire des concessions lorsqu'il semble céder à des exigences étrangères. Les déclarations publiques et les actions fortes de la France peuvent être perçues à Alger comme un affront à la fierté nationale, rendant politiquement difficile pour les responsables algériens de coopérer, même sur des questions où ils pourraient autrement être enclins à trouver un terrain d'entente. L'analyse d'experts suggère que cette dynamique est profondément enracinée dans la relation historique entre les deux nations. Tout soupçon d'attitude néocoloniale ou de manque de respect de la part de Paris rencontre une ferme résistance à Alger. Un expert de la région pourrait noter que les campagnes de pression publique ont souvent un effet inverse, parce qu'elles forcent le gouvernement algérien à adopter une posture défensive, où la démonstration de force et d'indépendance devient l'objectif principal. Par conséquent, la politique même destinée à assurer la coopération, les restrictions de visa, a plutôt créé une plus grande distance diplomatique et rendu beaucoup plus difficile à atteindre des solutions discrètes et pratiques. Une voie plus efficace, selon de nombreux observateurs diplomatiques, réside dans l'abandon de la confrontation publique au profit de négociations discrètes et respectueuses. La diplomatie silencieuse, menée à l'abri des projecteurs médiatiques, permet aux deux parties d'aborder les questions sensibles sans perdre la face. Cette approche permet aux experts techniques et aux diplomates de travailler sur des solutions pratiques à des problèmes complexes, tels que le retour des migrants illégaux, d'une manière qui respecte les lois et la souveraineté des deux nations. Renforcer la confiance par un dialogue constant et privé est considéré comme beaucoup plus susceptible de donner des résultats positifs que les ultimatums publics. En fin de compte, la résolution de la question des visas et d'autres points de friction nécessitera un changement stratégique de la part de la France. Cela implique de comprendre qu'avec l'Algérie, le partenariat fonctionne mieux que la pression. Le rétablissement d'un climat de respect mutuel est essentiel pour tout progrès significatif. Alors que la France est confrontée à ses propres défis politiques internes, une stratégie diplomatique plus nuancée et patiente est cruciale pour réparer les relations. En menant les discussions à huis clos, Paris et Alger peuvent travailler à des solutions qui servent leurs intérêts mutuels sans être piégés par la politique de la perception publique. Tandis que la France et l'Algérie naviguent à travers leurs tensions diplomatiques, les États-Unis poursuivent une stratégie différente pour accroître leur influence dans la région. Investir dans la prochaine génération. Un exemple clé de cette approche est le programme Youth Ambassadors, une initiative parrainée par l'ambassade des États-Unis à Alger. Ce programme cible spécifiquement les lycéens algériens et leurs mentors adultes, les invitant à participer à un programme d'échange immersif aux États-Unis. Cette approche de soft power vise à construire des relations à long terme et à favoriser une compréhension mutuelle, plutôt que de s'engager dans les différentes politiques du moment. Le programme Youth Ambassadors est un échange de 3 semaines entièrement financé, conçu pour développer les compétences en leadership et l'engagement civique chez les jeunes Algériens. Pour être éligibles, les étudiants doivent avoir entre 15 et 17 ans, faire preuve d'un potentiel de leadership et d'un engagement envers le service communautaire, et avoir une bonne maîtrise de l'anglais. Le programme recherche des jeunes prometteurs issus de divers milieux à travers l'Algérie, leur offrant une occasion unique de découvrir la culture américaine de première main. Le processus de sélection est compétitif, garantissant que les participants sont motivés et susceptibles de devenir de futurs leaders dans leur propre communauté à leur retour. L'objectif explicite de ce programme américain est de construire des ponts entre les peuples des États-Unis et de l'Algérie. En investissant dans les jeunes Algériens, les États-Unis visent à cultiver une génération de leaders qui ont une compréhension positive et nuancée de la société, des valeurs et de la culture américaine. Pendant leur séjour aux États-Unis, les participants s'engagent dans des ateliers, des activités de service communautaire et vivent avec des familles d'accueil américaines, créant des liens personnels qui peuvent durer toute une vie. Cette diplomatie de personne à personne est un outil puissant pour façonner les perceptions futures et favoriser la bonne volonté entre les nations à long terme. Pour les étudiants, les avantages sont immenses. Ils acquièrent de précieuses compétences en leadership, améliorent leur anglais et développent une perspective mondiale plus large.
À leur retour en Algérie, ils sont tenus de mettre en œuvre un projet de service communautaire, transférant leurs nouvelles compétences en actions concrètes qui profitent à leur communauté locale. Cela non seulement responsabilise les étudiants, mais crée également un effet d'entraînement positif. Essentiellement, les États-Unis ne se contentent pas d'offrir un voyage. Ils investissent dans le capital humain, espérant que ces jeunes ambassadeurs deviendront un jour des personnalités influentes qui défendront des liens solides et positifs entre l'Algérie et les États-Unis. Les développements récents concernant la France, l'Algérie et les États-Unis offrent une étude captivante des stratégies nationales contrastées pour façonner l'avenir. Chaque pays utilise une approche distincte, axée sur la sécurité, la diplomatie et l'engagement des jeunes, pour faire avancer ses intérêts et assurer sa position dans un monde en mutation. La France, confrontée à un paysage sécuritaire volatile, se tourne vers l'intérieur pour renforcer sa puissance militaire. Sa décision de doubler ses forces de réserve et de maintenir une armée hautement professionnelle est une stratégie de hard power, privilégiant la défense nationale et la résilience comme fondement de sa sécurité et de sa souveraineté future. Dans sa relation avec la France, l'Algérie démontre une stratégie centrée sur la défense inébranlable de sa souveraineté nationale et de sa fierté diplomatique. Sa réaction ferme et principielle aux différends sur les visas montre une nation peu disposée à se laisser influencer par la pression extérieure, en particulier de son ancienne puissance coloniale. La stratégie de l'Algérie est une stratégie de résistance diplomatique, insistant sur le respect et l'égalité dans ses relations internationales. Cette approche, bien que créant des frictions à court terme, vise à assurer un avenir où l'Algérie est traitée comme un partenaire pleinement égal sur la scène mondiale, libre de toute coercition ou irrespect perçu. Pendant ce temps, les États-Unis offrent un troisième modèle, axé sur l'influence à long terme grâce au soft power. En investissant dans des programmes comme le programme Youth Ambassadors pour les étudiants algériens, les États-Unis jouent un jeu à long terme. Cette stratégie ne vise pas des victoires politiques immédiates, mais à cultiver des relations et à favoriser des perceptions positives parmi la prochaine génération de dirigeants. C'est une approche prospective qui cherche à construire un avenir de coopération amicale et de compréhension mutuelle, en partant du principe que l'échange culturel d'aujourd'hui deviendra le solide partenariat diplomatique et économique de demain. Prises ensemble, ces trois récits brossent un tableau riche des relations internationales modernes. La France construit son avenir sur une base de préparation militaire. L'Algérie défend son avenir en exigeant le respect diplomatique et l'égalité souveraine. Les États-Unis investissent dans leur avenir en gagnant les cœurs et les esprits des jeunes. Chaque stratégie a sa propre logique, ses risques et ses récompenses potentielles. La façon dont ces différentes approches s'entrecroisent et évoluent définira non seulement l'avenir de leurs relations bilatérales, mais offrira également de précieuses leçons sur les différentes manières dont les nations cherchent à assurer leur place au XXIe siècle. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.